Depuis plus de 50 ans, Horizon Lucier est une entreprise familiale qui nous accompagne dans nos aventures récréatives. Établie à Marieville, à proximité de l'autoroute 10 depuis des années, c'est à Granby que tout a commencé. Jean-François Lucier nous raconte son histoire de famille. Je pense que lorsque tu es élevé dans une industrie, qu'importe laquelle, que ce soit une ferme, que ce soit... ça semble être plus facile. Tout au moins, il y a des portes qui s'ouvrent. Oui. Je te dirais qu'à l'âge de 12 ans, j'allais chercher des roulottes avec mon grand-père et c'est moi qui conduisais. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Jean-François Lucier, merci d'être là pour Affaires de famille. L'entreprise Horizon Lucier, c'est vous, c'est votre famille depuis les années 60. D'abord, bonjour. Bon matin. Bon matin. Jean-François, toi, t'as comme grandi avec des machines autour de toi, des VR, il y a eu des bateaux, il y a eu aussi des motoneiges. Ça commence où l'histoire d'Horizon Lucier? D'abord, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Non, à l'époque, au début de tout, c'est dans les années 60. Ceux qui se rappellent, mon oncle Gabriel, qui était Gabriel Lucier, le concessionnaire Pontiac-Buick à l'époque, avait peut-être des goûts un peu extravagants et avait pris une ligne de motoneige, à l'époque Bombardier, oui. En 59. De fil en aiguille, mon père travaillait à l'époque au commerce d'automobile. Ouais. Et de fil en aiguille, mon oncle a vendu à mon père la section motoneige. Il y avait la section bateau, marine avant. Au début de tout, ça s'appelait Gabriel Lucier Division Marine. Ouais. Après, ça s'est appelé Jean Lucier Marine. Et de fil en aiguille, je suis venu au monde dans ça, en fin de compte. Oui, c'est ça. Puis au début, c'était plutôt... Il y a eu Granby, ensuite la 112, je pense. Oh, ça a débuté pour ceux qui s'en souviennent, au sous-sol de la concession de Pontiac-Buick, de Gabriel. Oui. Aujourd'hui, c'est les halles de Granby qui sont là. Oui. La porte pour accès encore à la cave est là. Fait que quand je passe en avant, ça me rappelle des souvenirs. Ah oui. Effectivement. Au sous-sol du commerce de mon oncle à l'époque, c'était le département de carrosserie qui était là. Ah oui. Et mon père avait un petit coin dans la cave où on faisait la réparation des motoneiges et la préparation et réparation des bateaux, naturellement. Ah oui. Hey, c'est drôle parce que, on passe aux halles, puis moi, je me rappelle quand les halles sont devenues avec les boutiques et tout, mais avant, il y avait une vie, là. Oui, avant, il y avait... c'était la terre de mon grand-père. Donc, où est le Jean Coutu aujourd'hui? Oui. C'était à l'époque la maison du grand-père paternel. Wow. Et de la rue... À vrai dire, il y avait même de l'autre côté de la rue principale, donc où est la cage, cage au sport et toutes les boutiques. À l'époque, il y avait le Pepsi qui était là aussi. Ça a appartenu à mon grand-père. Tout ça appartenait à mon grand-père à l'époque. On a moins de un petit peu avant moi, pas mal avant moi. Là. Mais ça fait partie quand même de vos souvenirs. Oui, effectivement. Donc toute l'arrière de l'espace où était Gabriel Lucier, aller jusqu'au boulevard Bouchard, c'était la terre à mon grand-père. Fait qu'on c'était beaucoup. On avait de l'espace pour pouvoir jouer avec les motoneiges à l'époque. Aïe, donc ça veut dire que ça partait comme des halles, puis on traversait les rues là, pour se rendre vraiment au boulevard David-Bouchard. Oui, exactement. Aïe, hein? On ne s'imagine pas à quel point... Ça change. Ça change. Mon grand-père avait une sucrerie à l'époque dans ce coin-là. Fait que toute la ville de Granby était un peu alentour de Honora Lucier, on s'entend. Là, ouais. Et même encore, il y a des souvenirs liés à Honora. Le parc de tennis aux côtés de l'église Saint-Luc, le nom, c'est le parc Honora Lucier. Oui. Et même dans l'église, c'était
ça faisait partie des terres à mon grand-père. Aïe, aïe. Donc, lui, il s'est vraiment impliqué dans la communauté. Tout le monde le connaissait, là. Oui, fermier. Il était, même mon père a passé le lait à l'époque. Là. Oui, c'est ça. On recule loin, un petit peu. Avant le commerce, là. Oui, fait qu'il passait le lait, puis après ça, il s'est intéressé à la mécanique et tout ça. À vrai dire, il était plus une personne de public. Ah oui? Zéro mécanique. Ah! Zéro mécanique, il était public. Il allait bien avec les gens. Là. Fait que c'est vendeur. Entrepreneur. Oui, effectivement. Oui. Et de fil en aiguille, ben, il s'est toujours bien entouré de gens qui faisaient ce que lui n'était pas capable de faire. Oui. Donc, en bout de ligne, ça... Ben oui, ça existe, sa vie, ça continue puis ça évolue. Et là, dans la cave, on était là, dans la cave chez Gabriel, on était là de 60 à aller jusqu'à 69 environ. Oui. Là où on a eu on commençait à avoir des roulottes en 67, l'époque de l'Expo 67. Ben c'est ça. Et de fil en aiguille, ben, étant donné que ça grossissait, on prenait de la place dans la cour du concessionnaire. Fait que mon père, pour X raisons, se sont trouvé une place sur le chemin de Saint-Paul. On a acheté la maison. Et de fil en aiguille, ben, on a construit. On a passé de 70 environ à aller jusqu'à 2000. On a été sur le chemin de Saint-Paul, en passant de Jean-Lucier Marine à Roulotte Jean-Lucier à Horizon Lucier en évoluant, naturellement, on a changé le nom dans les années 98. Je pense qu'on a passé de Roulotte Jean-Lucier à Horizon Lucier. Oui, puis on va reparler de l'interne de tout ça, là, de l'entreprise familiale, mais à ce moment-là, je pense que c'est là que vous avez déménagé sur l'autoroute 10, là, à Marieville. En 90. On a déménagé au complet en 2000. En 98, on avait ouvert sur l'autoroute 10. Ouais. Mais quand même, on a évolué beaucoup sur la rue principale. On avait, à l'époque, on était comme loin en campagne quand on a déménagé là. Aujourd'hui, on est presque dans la ville. Ouais. La partie sur le chemin de Saint-Paul, là, sur la rue principale. Oui. Mais on était là une vingtaine d'années, là, de 70 à plus que ça, même 30 ans, sur le chemin de Saint-Paul à faire de la motoneige. Et là, naturellement, quand on a déménagé à cette place-là, ben, il s'est greffé. On avait les motoneiges et les bateaux. Ben, il s'est augmenté les roulottes. Et là, mon père, de fil en aiguille, on a rajouté plein d'accessoires, d'équipements qui étaient généralement reliés aux loisirs. Donc, des meubles de jardin, piscine, bateaux à voile. Ça faisait beaucoup d'inventaire, là? Et ça prenait beaucoup de place à l'époque. C'est pas des petites affaires. Et ça prenait beaucoup de place. Et un jour, ben, on semblait manquer de travail. Mon père avait pris la ligne de Mazda, donc des années 70, 71, ça allait jusqu'à 75, 76. On a été concessionnaire Mazda à Granby. Dans les années où la voiture était peut-être moins bonne, là, mais quand même, ça a été, on a évolué dans l'automobile. C'était la seule ligne où on ne touchait pas le loisir. Là. Non, c'est ça. C'était juste pour vous donner, vous amener dans quelque chose d'un petit peu moins habituel. Là. C'était pour nous amener du travail. Mon père avait toujours peur qu'on manque de travail. Ah ouais. Les bouts tranquilles, il n'aimait pas ça. Non, c'est ça. Les bouts tranquilles, il n'aimait pas ça. Il était proactif, là. Il voulait toujours qu'on fasse de quoi. Remarque, ça nous a peut-être empêché d'être de mauvais garçons. Oui, ça donne pas de place pour les mauvaises idées. On n'a pas le temps. Non, c'est ça. Non. Mais Jean-François, comment... c'est quoi vos souvenirs de, justement, vos parents au travail? Parce que je dis vos parents parce que votre père, mais votre mère aussi, c'était une femme d'affaires, là. Oui, je pense qu'elle l'est encore. Ça l'est encore aujourd'hui. Oui, Pierrette, elle est encore active un peu partout. Là. Et oui, elle était toujours impliquée. Les deux parents. Et à vrai dire, on a vécu sur le chemin de Saint-Paul directement sur le commerce. On était collés. Fait, maman était impliquée à embaucher le personnel, impliquée à faire la comptabilité, à gérer mon père aussi. Faut le dire. Oui. Ben, je pense que ça l'a aidé. Bon, on n'a pas toujours ça à la même longueur d'onde, là, mais au final, je pense que c'est important d'essayer de regarder en même direction. Là. Oui. Puis, tu sais, c'est un soutien, des fois, justement, de pouvoir partager. Mais est-ce qu'il y a des souvenirs qu'il rentre à la maison puis ça continue de parler de travail tout le temps?
c'était toujours le travail toujours présent. Là. Et on parle de réussite aujourd'hui parce qu'on a passé au travail. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi. Oui. Lorsqu'on a déménagé sur le chemin de Saint-Paul, on a eu quelques bonnes années de motoneige, mais les années 73, 72, 73, 74 ont été terribles. Après ça, souvent je dis aux gens, on a passé au travers de peut-être une dizaine de récessions depuis que mes parents ou que nous-mêmes, on est en affaires. Fait qu'on a toujours eu des hauts, des bas. Dans les années 70, là, on a pogné 2-3 années où les motoneiges débordaient. On avait comme 2-3 jours de neige durant les hivers. Fait que c'était un petit peu plus difficile. Fait que oui, effectivement, les bouts, on comptait les sous. Là. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand on est entrepreneur, surtout dans le secteur des loisirs, on dirait que les gens, des fois, quand justement sont en récession, ils vont un petit peu enlever un petit peu du budget là-dedans. Là. C'est de l'argent discrétionnaire, donc ça. Les gens. Mais ça finit toujours par revenir. Je pense que la persévérance fait en sorte que les passent au travers. Puis mon père avait toujours le service à la clientèle en priorité. Fait que ça fait que moi, ça baisse des fois, mais souvent, t'es le premier à partir quand vient le temps que les beaux jours reviennent. Hein. Oui, et puis à un moment donné, c'est comme si on est conditionné, l'humain, à faut se gâter. Faut aller se trouver quelque chose où on est bien. Puis souvent, c'est dans le secteur, justement, des loisirs. Oui, effectivement. Et quand on a déménagé sur le chemin de Saint-Paul, l'évolution de la motoneige a comme pris un petit peu la débarque à un moment donné. Fait qu'on on a délaissé la motoneige en 84. Dans les années 80-81, récession assez majeure. Oui. À cette époque-là, c'était pas le fun. Problèmes financiers. On avait décidé de louer la moitié du commerce à l'époque, là, on recule loin, là, c'était, j'oublie son nom de famille, il s'appelait Michel, et il y avait la franchise Renault. Oui. Et il était aux côtés de... Et il a parti là jusqu'à temps que, il grossisse et il a traversé la rue, le chemin de Saint-Paul, il est allé s'établir de l'autre côté 6, 7, 8 ans après, là. Mais ça a donné un coup de main à tout le monde, ça a donné un coup de main aux gens. C'est Michel Bourgeois. Michel Bourgeois. Oui. Et ça avait donné un coup de main à eux à partir, puis ça avait donné un coup de main à mon père à passer au travers des temps un petit peu plus difficiles. Oui. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment s'enligner seulement sur le véhicule récréatif. Qu'on a délaissé la motoneige, délaissé les bateaux et tous les autres accessoires qui étaient autour. Là. Ouais. Et Dieu sait qu'on en avait. Là. Oui. Et après ça, on a additionné les motorisés. Oui. 88 à peu près, là. On a investi dans l'amélioration du building sur la rue principale pour être capable de recevoir des motorisés puis les réparer, les entretenir. Ça prenait des plus gros espaces. Oui. On ne pouvait pas nécessairement travailler à l'extérieur non plus. Là. Non, nos roulottes, ça. des fois, ça pouvait toujours passer, là, mais motorisé, là, à l'époque, même, ça commençait à avoir une certaine valeur. Il fallait quand même faire attention. Et c'est ça, on a investi dans le motorisé. De fil en aiguille, un jour, les manufacturiers sont venus nous voir et m'ont dit « Ouais, il faudrait que vous vous rapprochiez de Montréal. » Pour dire « Faudrait que vous déménagiez à Montréal. » Et à l'époque, on était les 3 frères. Au début des années 86, il y avait Grégoire, le plus jeune, Philippe, qui est propriétaire du camping Granby maintenant. Il y avait moi. Philippe est parti un petit peu plus tôt dans l'aventure. Et Grégoire, il est parti en 2005, lui. Mm-hmm. Mais les 3 ensemble, on s'est organisés pour essayer de monter la business. Puis on réussissait relativement bien. Là. C'est sûr qu'à 3 dans une business, c'est comme 3 enfants. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Surtout quand c'est en famille, on dirait que c'est normal. Là, je veux dire, être en affaires avec sa famille, c'est comme un amour inconditionnel, mais avec pas tout le temps la même vision. C'est normal que ça accroche. Là. Mais quand même, on a fait un bon bout ensemble. Et ce que là, on a fait, on l'a toujours fait pour l'améliorer. Ça a été productif. Là. Moi, j'ai le goût de vous demander, là, Jean-François, à quel moment vous avez su que vous alliez reprendre ou travailler pour la famille, dans cette entreprise-là? Est-ce que ça allait de soi puis vous vous êtes pas posé de questions ou vous avez eu envie
d'autres choses. Je pense que lorsque tu es élevé dans une industrie, qu'importe laquelle, que ce soit une ferme, que ce soit... j'osais avec certains d'entre vous ce matin ici, puis vos jeunes sont souvent impliqués. Je pense même toi-même, tu arrives de ce bout-là. Là. Oui, c'est donc, ça. Ça semble être plus facile. Tout au moins, il y a des portes qui s'ouvrent. Oui. Je te dirais qu'à l'âge de 12 ans, j'allais chercher des roulottes avec mon grand-père. Et c'est moi qui conduisais. Ah ouais! Là, on recule, oui, effectivement. Faut être... on peut pas faire ça aujourd'hui. Faut reculer dans le temps, dans les contextes. Oui. Bon, à ce moment-là, tout était permis. Les permissions qu'on se donnait aujourd'hui, c'est un autre... C'est un autre système. Ouais. Mais vous avez fait ça avec votre grand-père. Oui, puis j'allais livrer les roulottes. Souvent, c'était moi qui les reculais sur les terrains. Quelque part, on se donnait de la facilité et ça devient... Ben oui. On devient comme... C'est facile à faire. Ben oui, c'est l'entraînement. Et c'est pas le cas. C'est pas facile. Là. C'est l'expérience, ce rendu-là. Hein? Exactement. Oui, mais il y avait une belle confiance quand même de la part... Du grand-père? Oui. Ben, mais tu sais, il y a ça aussi. Faut se mettre en contexte. C'était sur les autoroutes et quelque part, on s'en va droite. Fait que le risque était... Aujourd'hui, on le ferait pas. Ben non. C'est ça. Mais à l'époque, c'était pas... tu sais, il n'y avait pas de siège d'enfant là, dans les voitures. On n'était pas là du tout. Là. Un autre monde. C'était un autre monde, oui, vraiment. Et c'est ça. Donc, c'est arrivé naturellement. Mais vous êtes quand même allé faire un collège à Montréal. Vous avez fait une année en anglais aussi à Plattsburgh. J'ai fait 2 années en anglais, oui. Ça a aidé beaucoup, ça. Ça a aidé beaucoup avec la communication. Grégoire aussi l'a fait. Et ça nous a ouvert beaucoup de... Ça l'a gardé des portes ouvertes et la communication avec soit les Américains ou à l'époque, on faisait affaire avec des manufacturiers ontariens. Donc, la communication était meilleure. Fait que c'est intéressant, c'est important. Même aujourd'hui, je vous dirais encore, si les jeunes veulent aller chercher 1 ou 2 langues supplémentaires, les portes s'ouvrent un peu partout. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. En affaires, c'est vraiment... mais en affaires, oui. Dans la vie, affaires si les gens ont le goût de voyager, même naturellement, notre clientèle voyage. Et bon, on voyage pas toujours à l'intérieur du Québec. Là, et on s'organise pour aller voir un peu autre chose. Et quand tu as 2 langues, ben c'est beaucoup plus facile. Oui. Quand vous parliez tantôt de votre grand-père, votre père, le service à la clientèle, c'est important. Ça, c'était dans la vision de l'entreprise. Oui, ben mon père nous a toujours inculqué ça, le client premier. Même encore aujourd'hui, ceux qui connaissent mon frère Philippe et moi savent, ou en tout cas, voient parfois qu'on est un peu low profile. Ceux qui se promènent sur son camping, souvent, ont de la misère à le reconnaître. Ils savent pas trop qui est cet individu-là, habillé avec son survêtement, ses bottes de travail et son petit chapeau particulier. Très vaillant. Mais il est toujours présent, prêt à aider. Fait que on a un petit peu cette c'est encore là dans vos valeurs. Oui. Puis ça nous sert. Les gens le reconnaissent. On voit des clients même qui reviennent 25-30 ans après pour... la vente de VR, c'est un peu différent de l'automobile. L'automobile, on va voir les gens aux 5-6 ans, même un peu plus tôt. Dans notre industrie, on les voit au bout de 10, 15, 20 ans. On a changé des véhicules qu'on a vendus à des clients il y a 25 ans. Les clients reviennent. Fait que ça prouve qu'ils ont une espèce de confiance. Ça arrive pas tout le temps, mais quand même, on voit que et c'est du bouche à oreille, souvent, notre réputation. Oui, ils reviennent après avoir fait tout un beau voyage, puis ils s'en préparent d'autres avec vous. Jean-François, dans les années 80, on parlait tantôt on a abandonné l'idée de vendre des bateaux. Il y avait aussi les motoneiges. Ça fait quand même partie de votre enfance. Vous avez grandi là-dedans. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire ou vous auriez aimé ça, continuer avec ça? Dans les années 75, 16, 17, on a passé au travers d'une récession. Et
notre industrie, tout ce que l'on vendait, c'est le motoneige, bateau. On a eu de la motocyclette. Je vous disais tantôt qu'on a joué avec l'automobile. Mon père s'était associé à un moment donné une location d'auto. Ça s'appelait Via Route à l'époque. Il y avait un nom anglophone qui s'appelait Rent-A-Wreck. On avait tellement de domaines dans lesquels on naviguait. En 1977, lorsque les récessions sont arrivées, puis les taux d'intérêt étaient comme à 20 quelques %, là, pour ceux qui s'en souviennent, le VR, la roulotte, gardait le cap. Dans le sens qu'à la fin d'une année fiscale, on regardait ce qui est plus rentable. Et les roulottes faisaient en sorte que on avait du travail, on continuait à les vendre. Et le véhicule récréatif, la roulotte, le camping, était toujours le premier équipement ou le premier produit qui se remettait à fonctionner après une récession. Ah, OK. Et depuis, c'est comme ça. Donc lorsque les années 80 sont arrivées et qu'on a retombé dans une autre récession et qu'on voyait nos ventes de motoneige baisser drastiquement, les ventes de bateaux, il y avait plusieurs autres concessionnaires qui s'étaient impliqués dans l'industrie et qu'on vendait moins de bateaux, on a tranquillement, pas vite, commencé à penser à délaisser. Lesquels on va délaisser? On a délaissé les motoneiges en 84, les bateaux pas longtemps après, pour se fixer sur le véhicule récréatif. Et c'est là qu'on a ouvert un peu nos horizons. Oui, les horizons. qu'on a ouvert, on s'est ouvert à l'industrie du motorisé. Oui, c'est ça. Les plus grosses machines. Oui. C'est une autre clientèle. Oui. Et là, dans les années 88, on a commencé à être dans ce domaine-là et se concentrer seulement sur le véhicule récréatif. Oui. Et dans le VR, il y a toujours des bouts un peu plus tranquilles. Mais le bout que notre père nous trouvait de quoi faire dans les bouts tranquilles, mais nous, on s'était dit, on va rien faire dans les bouts tranquilles, où on va essayer de se repositionner, recharger les batteries. Parce qu'on était à l'époque 7 jours semaine. Donc, oui, OK. 7 jours semaine, et on était là 7 jours semaine. Fait que lorsque les temps morts arrivaient, on s'organisait pour aller en vacances, recharger les batteries un petit peu. Ça, c'est avec les frères que vous aviez décidé ça? Oui. C'était pas toujours dans la vision de mon père, mais quand même, je vous dirais qu'il en est venu à la conclusion que c'était des bonnes décisions. C'est pas toujours facile à faire. Hein. Ça nous a pris 1 an et demi avant de trouver une ligne de motorisés qui faisait notre affaire, avec lesquels qu'on voulait dealer, qu'on voulait être en affaires ensemble. Donc, tu sais, c'est pas toujours je viens de trouver une idée extraordinaire, puis on la met en place, puis bravo champion. Là. Oui. Parfois, on faisait des essais-erreurs. Donc, on s'est planté une couple de fois. Mais c'est correct. Oui. Avec le recul, après, on fait, les bonnes décisions viennent de ça aussi. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Oui. ça vient dans le livre de l'entrepreneur. Oui. Puis d'être parent aussi, des fois, c'est la même chose. Là. Tout à fait. Non, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. De là, dans les années 88, quand on s'est impliqué un peu plus dans les motorisés, c'est de là qu'est venu nos manufacturiers qui nous ont dit, il faudrait peut-être se rapprocher d'où est la population. Donc, c'était le Grand Montréal. Et on ne voulait pas aller à Montréal. On savait que déjà la main-d'œuvre dans ce temps-là était difficile à trouver, compétente et impliquée. Fait qu'aller à Montréal, on n'avait comme pas le goût de s'extrader sur l'île, surtout. On n'avait surtout pas le goût de traverser des ponts. Oui. Un jour, un de nos employés qui demeurait à Saint-Jean a passé en avant du poste de péage à Marieville, qui était devenu un hangar un peu... délabré. Oui. C'était au ministère des Transports. C'était le poste de péage de Marieville. C'était le garage d'entretien des équipements d'autoroute à l'époque qui était strictement réservé aux autoroutes, là. Et naturellement, c'était en délasse, c'était en décomposition. Là. Presque, ils s'en servaient pour remiser toutes sortes de choses qui étaient inutiles. Et la pancarte à vendre, j'ai dit à mon frère, à l'époque, Philippe est parti dans ces années-là, dans les années 95-96. Et on a
dit, on va faire une offre. Ça l'a pris 5-6 mois, le temps qu'on se revire, qu'on fasse un petit peu de négociation. Non, il n'y a pas vraiment de négociation, mais c'était plus de la planification. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que c'était le ministère du Transport qui l'avait mis à vendre, donc notre objectif était de l'acheter, mais notre objectif était de le développer aussi pour faire quelque chose. Fait que dans la présentation de ce qu'on avait fait, il y avait comme un plan de qu'est-ce que ça va avoir de l'air, qu'est-ce qu'on va faire. Pour eux, ça a probablement été plus facile de prendre la décision et nous le vendre. Oui. Ce qu'il faut se remettre en contexte, c'est qu'à l'époque, quand on a acheté la place à Marieville, on avait déjà commencé à investir dans un terrain de camping dans le canton de l'Est, près d'Eastman, à Saint-Étienne. Et on voulait aller... Dans les années 85, 90... il y avait une espèce de mouvement de full-timers, des gens qui voulaient vivre dans leur VR. Donc, l'été au Québec, c'est pas d'hier que ça existe. Non, c'est ça. Aller passer l'hiver en Floride ou ailleurs à la chaleur. Et là, des gens se débarrassaient de leur maison et voulaient vivre dans leur VR. Fait qu'on avait élaboré un plan. Et ça n'a pas tout à fait fonctionné. Ça n'a pas tout à fait fonctionné. On parlait tantôt SRR, là, ça en est un. Puis c'est un essai-erreur qui est pas parce que c'était pas bon, c'est parce que quand tu as 2 lièvres à courir à la fois, on avait un terrain de camping qui demandait pratiquement 24 sur 24, 5-6 mois par année. Puis on avait notre commerce qui était à Granby à l'époque qui nous demandait aussi 5-6 mois par année de temps intense. À un moment donné, il manque de temps. Oui, c'est sûr. Donc, on s'est débarrassé. Ça n'a pas été le meilleur investissement, mais aujourd'hui, ça fonctionne encore et c'est un très beau terrain de camping. Fait que c'est qu'au moins, on a parti quelque chose. Oui. Ça continue de vivre. Il a continué à vivre. Et dans ces années-là, ce que je dois vous dire, c'est quand tu développes 2 business en même temps, donc nous autres, on avait à développer Marieville, d'investir de l'argent à Marieville. On investissait de l'argent dans le fond de terrain pour faire le camping. À un moment donné, il y a des financiers qui disaient « faudrait peut-être que vous modériez un peu. » Ça, c'est une belle leçon qu'on a eue de la vie. Puis bon, à un moment donné, ça te ramène sur la bonne track. Tout à fait. Tu redescends pour mieux repartir. Oui. Oui, c'est de là qu'on s'en allait à Marieville. C'est de là qu'on a développé Marieville. Puis bon, en faisant ce move-là, ce transfert-là, ça avait fait mal à mon père parce qu'on arrachait un peu le cœur de Granby. Oui. On arrachait ce qu'il avait bâti à Granby et on transférait à Marieville. Fait qu'on s'était dit, on va faire ça en transition. En 98, on s'en allait à Marieville avec les motorisés. Et en 2000, on a tout rapatrié ensemble. Ouais. Deux endroits, 2 affaires, deux places d'affaires n'est pas nécessairement signe de 2 fois plus de profit. Non. 2 fois plus de dépenses, par exemple. C'est ça. Et de pensées et de choses à faire. Oui, je comprends. Et quand on a bâti Marieville, c'est là qu'on s'est dit, faut changer de nom. On voulait faire quelque chose punché, et c'est là qu'Horizon est arrivé. Horizon, pourquoi? On avait fait affaire à l'époque avec une compagnie de marketing qui nous avait proposé une multitude de noms. Et le Horizon avec... parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 90... fin 80, début 90, on organisait des caravanes. Oui, c'est ça que vous aviez instauré. La Voie de l'Est nous a suivis longtemps. Toutes les années, on partait à la fin d'octobre. On amenait notre clientèle qui le voulait bien en caravane au travers des États américains. Et à un moment donné, on les emmenait jusqu'au Mexique. Et on partait, il y a des années où on avait 45 caravanes, donc 90%. Ouais, ça, c'était un peu trop. Mais il y a 1 ou 2 années qu'on a fait ça, mais généralement, il y était entre 15 et 20 caravanes, donc une quarantaine de personnes. Et les gens partaient à la fin d'octobre. Longtemps, on a parti de Granby. Mais après, quand ça a parti de Marieville, on avait les stations de télé qui venaient nous
on bloquait l'autoroute. Ouais. C'était assez spécial. Quand on partait de Granby, on avait l'aide de la Sûreté du Québec pour nous faire prendre le boulevard Bouchard jusqu'à l'autoroute. On avait des fois 2 km de long de VR. Fait que ça prenait. Mais ça, en fait, qu'on a comme fait connaître l'industrie, on a montré aux gens comment voyager, comment c'était facile et compliqué en même temps, qu'il fallait être organisé. Et même qu'à une époque, on avait le canal Évasion qui nous a suivis 2 ou 3 années en ligne, où il y avait un caméraman avec nous autres qui passait les 4, 5, 6 mois de caravane. Oui. Et on avait des gens qu'on connaissait à Évasion qui disaient, Jean-François, c'est la section, pas la section, mais le programme, si on veut, là, ou la série, c'était un peu... c'était un peu une série comme aujourd'hui, OD et ainsi de suite. Là. Exactement. Ils suivaient tous les caravaniers qui avaient une meilleure cote en reprise. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça. Et de nous, notre bord, on recevait des clients qui voulaient acheter un véhicule pour faire partie de la caravane. Fait que ça a été notre développement. Fait que c'est de là qu'est venu le horizon, enfin le globe et le L dans le rond un peu ovale là, qui était... Et ça avait fait je me souviens, l'année où on est rentré au salon à Montréal, le salon du VR à Montréal avec la nouvelle image, ça avait shaké un peu l'industrie. Et aujourd'hui, la compétition, il y a plusieurs qui ont enlevé leur nom, roulotte un tel. Ils ont repris d'autres noms noms où ils ont changé les logos pour améliorer leur image, où ils se sont rapprochés d'autoroute. Ils vous ont vraiment suivi. On était précurseurs. C'est vrai. Dans les années 80, on avait commencé avec les numéros 800 que les gens pouvaient nous appeler gratuitement. On était le seul. De fil en aiguille, la compétition. Fait que on était précurseurs un petit peu. Là, je suis rendu un peu plus vieux, un peu trop vieux pour commencer à faire des changements majeurs, mais on a été dans plusieurs domaines de précurseurs. Là. Fait que c'est de là que le nom Horizon Lucie est venu au monde. Mais en même temps, tout ça a fait que, je veux dire, vous étiez un métier, un commerce aussi qui était là depuis quelques générations. Là. Les gens commençaient à vous connaître dans l'industrie, puis même vous, vous êtes impliqué dans l'Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec. Vous avez été président. Oui, ben on l'a mis au monde, l'association des commerçants. On avait des expositions qui étaient organisées par des promoteurs. Et on était toujours à la merci des promoteurs. Donc, les dates, c'était la date que le promoteur nous offrait. Et les périodes, donc souvent, c'était une fin de semaine, mais des fois, il était une époque où on était à Place Bonaventure, c'était 10 jours. À un moment donné, les concessionnaires, on commençait à se regrouper un petit peu on a mis au monde la CVRQ, qui est l'Association des commerçants de véhicules récréatifs, qui a fait en sorte qu'on s'est dit, on va organiser nos expositions. Et de fil en aiguille, ça a grossi. Et on a aidé à venir au monde cette association-là, et j'étais encore impliqué par la porte d'en arrière aujourd'hui. C'est important. Je pense que on doit être certain que nos commerçants qui sont membres de l'association s'occupent vraiment du client. Le véhicule récréatif, même si c'est une maison sur roue, c'est pas parfait. Et il faut se rassurer que nos membres s'occupent des clients, faire en sorte qu'en bout de ligne, le client rachète un jour ou il amène quelqu'un parce que c'est le fun. Ben oui. Puis c'est quand même une industrie, je veux dire, c'est devenu de plus en plus populaire, là. Je m'amuse à dire qu'à l'époque de Cléopâtre, on recule loin, quand même. À l'époque de Cléopâtre, il se promenait à dos de chameau et il montait des tentes pour Cléopâtre. Il se promenait d'une ville à l'autre. C'est vrai. Si on évolue un peu dans le temps des cow-boys, il se promenait à Chuckwagon, puis il se mettait en rond, faisait un feu dans le milieu, puis il campait dans le carriole. Ben oui. Bon, aujourd'hui, on fait un peu la même chose. On fait un feu pas dans le milieu,
mais les VR sont un peu... et on est un petit peu plus confortable. Douche, toilette, un bon matelas, de la chaleur, et on est bien. Là. Donc, on peut utiliser nos VR un petit peu plus longtemps. On est un petit peu plus poule de luxe aujourd'hui, mais ça existe depuis... et les gens sont toujours attirés par aller voir des choses. J'arrive d'aller chercher un véhicule récréatif à Vancouver. Fait qu'on s'entend, j'ai passé par Banff, Lake-Louise, Calgary. J'ai passé par les Rocheuses, paysages extraordinaires. J'ai pas été longtemps, là, mais assez pour avoir le goût d'y retourner. Après ça, on passe dans les plaines, on passe, c'est-tu en Ontario ou en Saskatchewan, je me souviens plus, mais il y a un lac de sel, là, un peu comme Salt Lake City. Au Canada, on fabrique du sel. Donc, il y a des mines de sel. Donc, c'est un lac qui produit. Tu sais, il y a plein de choses qui sont à visiter au Canada qui sont extraordinaires. Fait que le véhicule récréatif nous amenait ça. C'est ce qu'on a. Ça, c'est la passion qui fait qu'on est encore dans ce domaine-là. Ben oui, c'est ça. Ça répond au côté nomade qu'on peut avoir. Naturellement, on n'est jamais bien chez nous. C'est toujours plus vert chez le voisin, mais des fois, c'est un beau vert chez le voisin. Là, je te disais tantôt qu'on organisait nos caravanes au Mexique. C'est assez exotique. Aller passer 3-4 mois à Puerto Vallarta avec une caravane. Et il y était quelques années où on prenait un peu plus de temps pour se rendre à Puerto Vallarta. Et on passait par des petits villages. On s'organisait toujours en bon voyageur d'emmener plein d'accessoires pour donner aux jeunes enfants dans les villages. On était reçus, c'était extraordinaire. Les gens qui ont vécu ces caravanes-là ont vécu des expériences extraordinaires. Puis pourquoi vous avez arrêté? Encore là, on a fait ça 25 ans presque. Quand même. Et on est arrivé à une époque où il y a d'autres gens qui s'intéressaient à le faire. Tout on le faisait de façon, je disais, gratuite. C'était gratuit. On payait nos organisateurs avec un 300-400$ que les gens nous remettaient et tout le monde s'entraidait. Bon, mais naturellement, il y en a qui ont vu des opportunités pécuniaires et on commençait à en faire. Donc, la Fédération québécoise Camping Caravaning, on commençait à en faire. Bon, ils chargeaient aux clients quand même, là, et ils les emmenaient à destination. Il y avait... C'était le même fun. C'était différent. Fait que là, quand on a vu qu'il y avait quelques privés ou des gens qui le faisaient différent de nous, on a dit, OK, on a fait notre job, on le laisse aller. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Il y a des organismes qui prennent des groupes, qui les emmènent. Et c'est quand même plus facile aujourd'hui de voyager. Au Mexique, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quand même... À travers les États-Unis, à travers le Canada, c'est facile de voyager. Fait que on a arrêté pour... vous l'avez senti, puis vous avez été précurseur. C'est ça, je disais, à un moment donné, on a à mettre en place quelque chose. Et souvent, ça va par le feeling. Mais c'est correct, c'est pas toujours voulu à telle place faire ça. On le fait de façon involontaire, puis ça fonctionne. Toujours en fonction de servir les clients. C'est ça. Puis en même temps, dans toute l'histoire que vous me racontez, à chaque fois que vous me dites « Ah là, il a fallu faire un choix », mais justement, des fois, ça nous pousse à agir. On fait un choix, puis finalement, ça fonctionne. Il faut juste laisser le temps de s'ajuster. Exact. Et là, avec le bagage là, que vous avez présentement, qu'est-ce que vous voyez là, dans les prochaines années? Oh boy! Je vous dirais que ça fait déjà 2-3 ans qu'on essaie de trouver des gens pour pouvoir rendre la relève. C'est pas facile. C'est un domaine qui demande de la passion, qui demande de l'investissement, qui c'est peut-être pas nécessairement rémunéré tout de suite comme quelqu'un qui voudrait avoir un placement, un rendement à 10%. Là. Et c'est beaucoup de travail. Dans les prochains... notre industrie, dans les prochains... là, on vit un peu une simili-récession. Personne ne le dit, tout le monde le sait. On ne le cachera pas. C'est pas facile pour personne. La main-d'œuvre est difficile à trouver. Ça reste encore quand même un domaine qui est passionnant. Puis les gens de 55, 65 qui se retrouvent à une pré-retraite, ils voient d'autres personnes, ils ont le goût d'embarquer là-dedans. Fait que, comment je vois ça? Il va y avoir de l'évolution dans les prochains 10 ans. Il
va y avoir un réajustement, peut-être un renivellement de concessionnaires, un peu comme l'automobile. C'est passé, peut-être quelques concessionnaires qui vont devoir fermer parce qu'ils pour X raisons. Et à partir de là, ça va repartir. Je vous disais tantôt, on a passé une douzaine de récessions. Que tout ce qui descend, ça remonte un peu, puis ça se replace. Il faut juste être prêt, être capable de prendre les coups, se reculer, puis être certain de prendre la bonne vague, puis de repartir sur la bonne vague. Oui, tout à fait. Vous avez combien d'employés? On est à 60 et quelques. On a monté à 120 à une époque. On voulait grossir. Je voulais grossir à un moment donné. On avait acheté un concessionnaire sur la rive nord, plutôt dans l'ouest de Montréal, dans la région de Vaudreuil, dans les années 2012. Et à l'automne 2012 qu'on avait regardé ça, et 2014, on a tombé dans une récession. Là, quelque part, les financiers encore sont venus cogner à la porte. On a dit « Jean-François, peut-être qu'il faudrait que tu fasses attention. » Fait que là, on a eu à prendre des décisions. En 2015, on l'a fermé. Et on a tout rapatrié à Marieville. Puis bon, comme je disais tantôt, 2015, ça a reparti s'il n'y avait rien arrivé. Et bon, le goût de rouvrir une autre concession a diminué un peu là. Rendu à 65, là, il y a plus le temps de penser à moi. Mais encore là, les gens me posent la question. J'ai encore le feu. J'aime ça. J'aime voir les gens partir. Quand les gens partent avec leur VR, je les vois émus. Ça m'émeut. Ah oui, c'est sûr. Absolument. Fait qu'il y a quand même une 60aine d'employés. C'est une grande famille. Oui. Plus les sous-traitants avec qui on fait affaire. Fait qu'on a quand même un bon bassin. Oui, ça, c'est ma fierté. Quand je rencontre les employés 2-3 fois par année, on fait une espèce de petit meeting là, à Noël. Là, dans pas long, on va avoir un dîner hot dog. Quand je rencontre les gens, je vois toute la gang et je leur passe le message que ce bout-là, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir qu'il y a quand même 50, 60 personnes, puis ça devient 50, 60 familles par la famille, qu'on fait vivre. On est obligé d'aller à l'extérieur chercher du personnel. On a 5 Tunisiens qui travaillent pour nous autres. On a un petit Mexicain qui travaille pour nous autres. Puis ils sont tous dévoués, sont là. Certains d'entre eux même m'ont fait venir leur famille ici pour pouvoir éventuellement s'établir. Tout ce qui se passe là, au niveau des problèmes d'immigration, on le vit, nous autres, là, et eux partent d'un coin de pays où c'est pas toujours rose, puis ils s'en viennent au Québec. On s'entend que le Québec, c'est... Mais bon, ils font leur job, on les paye, puis on les paye pour moins cher. Ça fait pas... Notre objectif, quand j'étais allé chercher à l'aéroport, j'ai dit, mon objectif, c'est de faire de vous autres des Québécois. Là. Ils sont super le fun. Oui, effectivement. Ça, c'est ma fierté en bout de ligne, de faire vivre des familles. Puis essayer de faire prolonger la vie d'Horizon Lucier, dans le sens que si on était capable de passer à quelqu'un d'autre, prendre la relève. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de relève près de vous. Là. Chez moi, non, pas de relève dans ma famille. Là. Fait que c'est le bout le plus triste, mais cette business-là a encore une belle vie. Mais oui. Ça prend quelqu'un de passionné qui va jumper. Ah oui, c'est ça. Ça se trouve. Il y a plein de gens comme ça. Ça fait une plus grande famille après, puis ça se poursuit. Peut-être que le balado qu'on fait là va peut-être amener quelqu'un à un moment donné. On ne sait jamais. Jean-François, ce serait quoi ton conseil pour des gens qui veulent se partir en affaires en famille? Ton meilleur conseil? Il peut en avoir 2 aussi. Le meilleur conseil... Et ça prend de la tolérance. Faut être conscient que tu investis à long terme. Quand mes parents ont commencé à pogner sa présence, mon grand-père les a aidés à partir un peu. Et au fil des années, je suis persuadé qu'il a dû peut-être se faire aider de mon grand-père encore. Je suis persuadé que Philippe, quand il a parti son camping, mes parents y ont aidé un petit peu là, dans toutes ces fait que, tu sais, quelque part, c'est à investir sans nécessairement t'attendre à avoir un retour tout de suite. C'est du long terme. J'écoutais mon chum Seth Lacouille faire le balado affaires de famille aussi. C'est un peu la même histoire. Ils
sont investis. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, bon, c'est le fun, ça fleurit, c'est une belle entreprise, mais c'est de la garder, c'est de garder ça en place. Et, fait que ça prend de la volonté, ça prend de la résilience pour l'épouse qui est avec nous autres dedans, qui nous pousse. Mon épouse était avec moi jusqu'à... Ça fait 4 ans qu'elle a pris sa retraite maintenant, là. Mais puis même encore... Elle est impliquée quand même. Oui, elle est toujours en arrière. Là, c'est ça. Fait que mais avant, elle était vraiment impliquée. Elle avait un poste où elle avait une dizaine d'employés à diriger. Là, fait que ça prend de la patience, de la résilience, puis d'être capable de dire, on va passer au travers. Puis, et quand tu as passé au travers, c'est là. C'est ça. Là tu dis, tu te réveilles avec les épaules un petit peu plus lourdes, plus larges. Oui, parce que quand même, tout ce qui est arrivé avant, le travail fait par le grand-papa et tout, et le papa et la maman, fait que on le sait qu'il va y avoir un beau virage. Oui, j'espère. Oui, on te le souhaite, Jean-François. Merci beaucoup d'avoir été là pour Affaires de famille. À plus. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.